Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, j'ai un invité que vous allez découvrir, le professeur Madec, qui va nous parler d'un sujet très précis. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que sur charles.co, on va faire de plus en plus de vidéos avec des invités, avec des collaborations. Donc, si vous ne voulez pas les rater, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, faites vivre cette chaîne. Et le rappel habituel, vous savez que quand on a des problèmes de santé, en particulier sur le domaine de la santé sexuelle, on ne reste pas seul à se dépatouiller pendant des mois et des mois si on ne s'en sort pas. On consulte des médecins en ville, en téléconsultation si c'est plus facile pour vous. Mais on ne reste pas seul, isolé, on s'informe et on consulte si on a besoin. Sans perdre plus de temps, professeur Madec, bonjour. Avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire aux personnes qui nous regardent, qui ne vous connaissent pas, ce que vous faites, votre parcours, vos spécialités médicales? Bonjour, merci Gilbert de m'accueillir pour cette émission un peu particulière. Donc, je suis le docteur François-Xavier Madec, je suis urologue de formation, mais également andrologue et sexologue. Et j'interviens donc dans toutes les problématiques de troubles sexuels chez l'homme, des problèmes dont on va parler aujourd'hui qui sont les rétrécissements du canal urinaire, les sténoses de l'urètre, et mon autre domaine d'activité est également la reconstruction génito-urinaire dans son ensemble, qui inclut également les reconstructions génitales pour les personnes trans. Donc en fait, c'est une activité où il y a et de la consultation et de la chirurgie. Effectivement, il y a une demande chirurgicale qui est assez importante car la plupart, ou en tout cas un certain nombre de maladies que je prends en charge vont nécessiter des chirurgies pour réparatrices ou reconstructrices. On mettra, pour les personnes qui nous regardent, votre nom, votre activité dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler des sténoses de l'urètre. C'est un sujet que je n'avais jamais encore abordé sur la chaîne. Si vous pouvez déjà nous dire ce que c'est, la sténose de l'urètre, qu'est-ce qu'on entend par là? On a cet organe qui s'appelle l'urètre qui permet d'éliminer les urines de la vessie jusqu'à l'extérieur. Et donc, sur ce canal, qui est un conduit, il peut y avoir des rétrécissements. Ces rétrécissements sont appelés les sténoses de l'urètre. On pense que le rétrécissement, pour avoir une idée un petit peu de la taille du conduit, on parle de rétrécissement quand le diamètre du conduit est inférieur à 5 mm de diamètre. Donc, ça fait un périmètre du conduit inférieur à 1,6 cm. Pour rappeler, l'urètre, c'est le canal que vous voyez qui va de la vessie jusqu'à l'extérieur, donc amener le pénis. Les sténoses sont plutôt situées où? C'est plutôt dans le pénis ici, plutôt à l'intérieur? Elles sont situées plutôt dans la portion bulbaire. Donc sur votre schéma, on voit qu'il y a le muscle en rouge. Exactement. Et donc c'est dans la portion bulbaire que ces sténoses sont le plus fréquentes. C'est-à-dire que c'est dans 50% des cas dans la portion bulbaire qu'on a la sténose. On a les autres localisations, mais il faut savoir bien évidemment que tout l'urètre peut être atteint par ces rétrécissements-là, donc du col de la vessie jusqu'à l'extérieur, jusqu'au niveau du méa du gland. Et au fait, je pense à un truc que j'avais lu il y a longtemps. Est-ce que c'est vrai que c'est une des plus anciennes maladies en urologie, qu'on a retrouvé des appareils pour soigner ça qui remontent à des siècles et des siècles? Oui, effectivement, c'est une des plus anciennes maladies. On retrouve, que ce soit dans la médecine chinoise, médecine hindoue ou même chez les Grecs, des instruments. Donc en fait, c'est des sortes de sondes pour passer à l'intérieur du canal urinaire. Ouais. C'est là où on se rend compte que c'est une des plus vieilles maladies. Et en même temps, on en parle peu, non? Assez peu, je ne sais pas tellement pourquoi. Une étude américaine qui disait que ça touchait 0,9% des hommes. Et puis nous, l'année dernière, en France, on a regardé le nombre d'interventions qui étaient réalisées par an en France par les urologues. On était quand même autour de 28 000. Sans parler de tous ceux qui ont ce problème et qui n'ont peut-être pas été jusqu'à consulter, à être opérés, non? Plus tous ceux qui sont en surveillance ou qui sont avec d'autres types de traitements. Et quelles sont les causes? Pour quelles raisons on peut avoir le canal de l'urètre, le canal urinaire, qui se rétrécit ou qui devient un peu bouché? Alors ça, c'est un peu notre faute, c'est-à-dire que la cause principale, pour l'instant, elle reste idiopathique dans 40% des cas. Donc alors, pardon, je vous coupe. Idiopathique, pour nous, en tant que médecin, ça veut dire que ça vient de nous. Exact. C'est un joli mot qu'on a inventé pour dire c'est de ma faute, mais culpa. My bad. Non, idiopathique, on ne sait pas très bien quelle est la raison. Et Ouais. après, il y a les causes iatrogènes. Donc, iatrogènes, c'est les soins qui peuvent être faits, soins en urologie ou soins dans d'autres domaines qui peuvent être responsables de sténose de l'urètre, notamment passage de sonde, passage d'une caméra pour aller vérifier la présence d'une tumeur ou autre. Et on sait que ça, dans un faible nombre de cas, ça peut engendrer un traumatisme de l'urètre et faire une sténose. Et après, il y a deux autres pathologies. Il y a toutes les causes traumatiques, notamment les traumatismes par chute à califourchon. Donc, on a vu que la zone qui était le plus souvent sténosée, c'est l'urètre bulbaire. Donc, en fait, c'est sous les bourses. Donc, si on tombe et qu'il y a un choc, juste à ce niveau-là. Ça va appuyer directement et traumatiser potentiellement l'urètre bulbaire
et donc engendrer des sténoses. Ça, c'est assez bien documenté. Et puis après, la dernière cause, c'est la cause inflammatoire. Donc on sait qu'il y a le lichen. Donc c'est une Oui. maladie auto-immune inflammatoire qui touche les organes génitaux et donc qui peut envahir également l'urètre. Comment on peut savoir si on a une sténose? Quels signes on va ressentir? C'est des signes qui sont très peu spécifiques de la sténose. C'est des signes qui sont soit mictionnels, soit sexuels. Donc on va avoir surtout le jet urinaire qui va être faible. Comme le jet urinaire a du mal à sortir, la vessie va avoir tendance à se contracter de façon plus régulière et à avoir des envies plus fréquentes. Puis après, on peut avoir des infections urinaires aussi Ok. qui se développent parce que la vessie se vide mal, ou encore des sensations de brûlure aussi, parce que quand le jet passe avec une bonne puissance au niveau de la sténose, ça peut déchirer un petit peu la Ouais, zone. ça Donc, met une pression. Et sur le plan sexuel, vous avez dit qu'il y a des symptômes donc urinaires il y et a quelques sexuels? symptômes sexuels, notamment le rétrécissement du canal. Il y a deux types de liquides qui passent à l'intérieur de ce Oui. canal. Il y a les urines et puis il y a le sperme. Et donc, effectivement, on peut avoir des dysfonctions éjaculatoires. Dysfonctions éjaculatoires de différents signes. La première, c'est l'éjaculation douloureuse parce que on sait que la puissance avec laquelle est émis le sperme peut déchirer ou abîmer la zone de sténose qui est un petit peu plus basse. Et après, quand la sténose est vraiment très solide, à ce moment-là, les patients se plaignent plutôt d'éjaculation, on va dire, retardée. C'est-à-dire qu'en fait, l'éjaculation survient, la sensation orgasmique arrive, mais le sperme n'est pas émis et elle stagne un petit peu au niveau de la sténose. Donc l'éjaculation en elle-même n'est pas retardée, mais le sperme sort après avoir éjaculé en fait. Le terme qu'on donne parfois, c'est éjaculation Oui, baveuse. parce qu'il n'y a pas de pression du liquide qui coule en fait. Ouais. C'est élégant, on aime bien en médecine. Ouais. Et si on sent qu'on a ça, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Tout d'abord, il faut confirmer le diagnostic, comme toujours en médecine. Donc, ça passe par une consultation, plutôt chez l'urologue, car c'est Ouais. lui qui va avoir les outils pour le diagnostic. Donc, les premiers diagnostics, c'est on va faire uriner dans ce qu'on appelle un débitmètre, donc une débimétrie pour voir la puissance du jet urinaire. Et on va pouvoir objectiver que le jet urinaire est faible avec une courbe qui est aplatie. Pardon, je vous coupe. Il y a déjà eu des questions sur la chaîne pour dire, mais c'est quoi la débimétrie, si vous pouvez la résumer un peu pour expliquer ce que c'est cet examen? Donc, on urine dans un urinal, mais on va mesurer la puissance du jet urinaire. On va mesurer le débit du jet urinaire. Donc, on va regarder combien de temps vous mettez à uriner, la quantité que vous avez uriné. Et puis, avec ces analyses-là, on va pouvoir faire un débit moyen. Et puis, on va pouvoir aussi mesurer le débit maximum sur des coups de période que vous avez Ok. atteint lors de la miction. Avec la débimétrie, on regarde aussi si la vessie se vide correctement. Donc, on fait Ouais. une échographie juste après avoir uriné, une échographie pour voir s'il y a des urines qui stagnent dans la vessie. Et puis après, l'examen qui va permettre vraiment de confirmer le diagnostic, c'est ce qu'on appelle la fibroscopie. Donc la fibroscopie, c'est une caméra qu'on va mettre à l'intérieur du canal urinaire et donc qui va permettre de voir la zone de rétrécissement. Ok. Et imaginons que quelqu'un a ce rétrécissement, cette sténose, mais finalement il ne consulte pas, il laisse comme ça, il est gêné, mais il laisse dans cet état. Quels sont les risques de laisser la sténose? C'est les risques de toute obstruction du canal urinaire ou des voies urinaires à long terme. Donc ça, on les connaît quand on prend l'exemple notamment des pathologies prostatiques. C'est vrai que laisser évoluer les choses comme ça, il y a deux principaux risques. Le premier, c'est l'infection urinaire. Et le deuxième risque, c'est celui de dégradation du muscle vésical. Parce qu'à force de pousser pour faire sortir les urines, la vessie qui est un muscle peut se déchirer et donc faire ce qu'on appelle une vessie de lutte. Des vessies après qui, même si on traite la zone qui a été rétrécie, ne fonctionne plus Ouais. correctement. On ne soigne pas juste pour la gêne que ça occasionne pour la personne qui en souffre, c'est aussi parce qu'il y a des conséquences au long cours qui sont importantes. Est-ce que les traitements sont efficaces? Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est resté très longtemps avec l'utilisation des traitements. C'était vraiment la Juste dilatation dilaté. ou juste dilater. Alors maintenant, c'est assez clair que la dilatation ne permet pas la guérison de la sténose. Donc à l'heure actuelle, toutes les sociétés savantes s'accordent pour dire un patient qui a une sténose de l'urètre, on propose dans un premier temps un traitement par dilatation ou incision. Mais il faut bien informer les patients que le taux de succès de ce traitement-là, il est aux alentours, il est entre 30 et 60% en fonction de la longueur de la sténose. Donc, un certain nombre de patients va récidiver après ce type de traitement. Et à ce moment-là, on envisage
plutôt des interventions de reconstruction, donc de reconstruction du canal urinaire, où on va retirer la zone rétrécie et remplacer la zone rétrécie avec l'utilisation d'un autre tissu. Et l'autre tissu qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la muqueuse buccale. Donc, on fait un prélèvement à l'intérieur de la joue et on va le positionner au niveau du canal urinaire. Et avec ce traitement-là, on a un taux de succès qui est plutôt proche de 80 à 90% de Ah succès. oui, ah oui, c'est quand même très très intéressant. Donc, c'est un peu comme, là je vais me permettre de résumer, un tuyau est abîmé, soit on essaie de le réparer, soit on change la partie abîmée, quoi. On fait un premier essai de débouchage et si ça ne marche pas, à ce moment-là, il va falloir Ok. remplacer le tuyau. Donc, pour les personnes qui regardent, c'est pas des médicaments à prendre, c'est de la mécanique et il faut agir mécaniquement dessus, quoi. Si vous avez des symptômes qui évoquent ça et que ça persiste dans le temps, évidemment, si le G est faible une fois ou deux de temps en temps, c'est pas ça qui va alerter. Mais si à chaque fois qu'on urine ou à chaque fois qu'on éjacule, il y a une gêne, il y a une sensation de blocage, il y a le sperme qui sort pas correctement ou l'urine qui sort pas correctement, on consulte tout simplement et on vérifie si c'est une sténose puisqu'il faudra à ce moment-là la traiter. Mais écoutez, j'étais ravi parce que même moi, j'ai appris des choses sur la sténose urétrale qui est effectivement un sujet dont on parle vraiment très peu. À mon avis, ça va intéresser beaucoup de personnes là qui nous regardent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, d'avoir apporté votre éclairage. Et si ça vous tente, on peut refaire d'autres vidéos sur d'autres sujets à l'avenir. Bah écoutez, avec grand plaisir, Gilbert, merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous voulez voir d'autres informations sur tous ces sujets sexuels, etc., vous savez que sur la chaîne, toutes les vidéos sont disponibles. Merci encore, professeur Madec. À très bientôt pour tout le monde. D'ici là, prenez bien soin de vous.